La mort vient du ciel. Elle est assise dans des carlingues d'acier qui peinent à être domptées, lourdes de bombes, aveuglées par la brume, soumises aux pilotes de guerre. Ils se nomment Antoine de Saint-Exupéry, Joseph Kessel ou Jules Roy. Ils manient leurs engins avec une détermination brutale, sans cesser d'être déchirés intérieurement, comme la chair des pays qu'ils bombardent. Paradoxe de l'homme qui tue pour réclamer la paix. Paradoxe de l'aviateur qui ne parvient plus à choisir entre ciel et terre. Paradoxe du militaire soumis à la nation, mais qui voudrait parfois désobéir à ceux qui l'incarnent. C'est l'existence à jamais irréconciliable qu'ont choisi ces hommes. Le métier des armes, du nom du récit publié chez Gallimard en 1948 par Jules Roy, est un sacerdoce. Il est d'autant plus âpre qu'il est pour le narrateur pratiqué pendant la période trouble de la Seconde Guerre mondiale, en 1942, quand la France est divisée entre collaboration et résistance, que son commandement est contesté, que son comportement face à l'envahisseur ne convainc pas. Dans ce contexte, alors que l'inaction empoussière les avions et l'état-major, le narrateur ne peut s'empêcher de penser au sens de son engagement, au sens de son sacrifice en suspens. Ce récit austère est l'aventure intellectuelle d'un engagement et de la possibilité du revirement. Peu ou pas de péripéties rythment les chapitres, seulement des doutes interdits par la profession. Dans une langue aride, soumise à des sentiments rudes, le narrateur évoque la valeur de son serment, son enfance en paix, son âge d'homme en conflit et l'impossible ou presque salvation du soldat qu'il est devenu. Il évoque les terres de son Algérie natale, la fraternité du militaire, l'entropie de l'état-major, la formation des jeunes recrues. D'une intensité de réflexion incroyable, ce récit à propos du soldat dans la guerre, de l'homme et de l'honneur, est un aveu à la fois coupable et incorruptible. Oublieuse postérité, épisode 6, de Pétain à De Gaulle. En 1940, la France est défaite. Le narrateur, militaire depuis plus d'une décennie, est dévasté. Sa patrie est renversée par l'ennemi héréditaire. Dès l'été de cette année, il s'exile de l'autre côté de la Méditerranée, sur les terres qui l'ont vu naître et grandir. Il ne fuit pas, ne déserte pas. Il envisage la période qui commence comme un séjour au purgatoire. Son exil volontaire est à la fois une humiliation et un moindre mal. Humiliation d'abord, car ce départ est le double constat de sa défaite. Personnel, en tant que soldat vaincu d'un côté, national de l'autre côté, car la patrie se couche devant l'ennemi de toujours. Moindre mal ensuite, car il estime que le chef des armées, c'est-à-dire le maréchal Pétain, fait le dos rond, qu'il le fera le temps nécessaire afin d'organiser la révolte, la contre-attaque, la vengeance. Grâce à Pétain, la France n'est pas tout à fait désarmée. Elle va manger son pain noir et des miettes renaître. Le narrateur du métier des armes l'écrit clairement. Tout ce que l'on rapportait par émissaire confidentiel des intentions du chef de l'État ne laissait pas de doute sur ses espoirs d'endormir l'ennemi et, le moment venu, d'appeler le pays à l'insurrection. Peu à peu, je savais que je devenais solidaire de tous les hommes qui tombaient pour le mot, sinon pour le fait, de la liberté. Mais je devinais que la route serait longue encore, et sanglante, qui mettrait un terme à notre captivité. 2 hivers et 3 étés plus tard, en novembre 1942, quand commence ce récit, Pétain est toujours au pouvoir. Le narrateur le soutient encore à cette époque, mais son engagement commence à vaciller. Les Alliés s'apprêtent à débarquer en Afrique du Nord. Sur place, les vichistes vont s'opposer à eux. En effet, si d'un côté les résistants aident les Alliés à prendre Alger, les vigistes vont eux livrer d'autres villes sous protectorat français aux Allemands. Ce sera pour le narrateur la soumission de trop. C'est après cette trahison du commandement français que Jules Roy va partir pour la Grande-Bretagne, rejoindre la Royal Air Force et bombarder à de multiples reprises la région de la Ruhr,
ce qu'il décrit avec presque autant de précarité dans La Vallée heureuse, qu'il publiera en 1946 aux éditions Charlot, maison qui publia entre autres L'Envers et l'Endroit ou Noces d'Albert Camus, que Jules Roy reconnaît comme son maître. Le livre commence par le ciel. La page est bleue. Le narrateur survole le désert et les montagnes d'Algérie, ce qui laisse place à l'évasion, la douceur, la nostalgie. Deux époques se superposent, celle de la mémoire, à ras-le-sol, presque amoureuse, quand il habitait enfant ces terres, celle qui voit tout obstacle comme une montagne gigantesque, et celle du jour du récit, depuis le ciel, où le plus grand obstacle est à peine un point minuscule, découvrant à la verticale les promenades horizontales de l'enfance. L'auteur parvient rapidement à mettre en place un système visuel et charnel de sensations. L'on pourrait voler quelques pages avec lui à la recherche de ces frissons du vol, mais Jules Roy n'est pas Saint-Exupéry. Il ne tire pas de son expérience les prochaines semences d'un humanisme global. Il n'offre pas son esprit aux nuées transcendantes qu'il parcourt. Jules Roy est un militaire âpre et obnubilé. Toute sa pensée est soumise à la rigueur martiale. Il est dominé par des dualités, de multiples manières, comme un croyant abandonné de son Dieu. Il en faut de peu pour qu'il ne considère pas toute évasion spirituelle par le vol comme une trahison de sa discipline. Cette introduction douce doit donc être comprise comme le prélude d'un piège. Le militaire en exil, loin des combats, volant pour l'entretien de l'appareil et de ses compétences, plus que pour la reconnaissance ou le bombardement, pourrait très bien se laisser endormir par cette ivresse et peu à peu délaisser la nation pour son allégresse personnelle. Comme dans Pilote de guerre de Saint-Exupéry, pour ce dernier avec le gel des hauteurs, pour Jules Roy à cause d'un goulot d'étranglement dans les montagnes de l'Atlas, les pilotes échappent de justesse à l'accident. C'est un brusque retour à la réalité d'acier du ciel. Il dévore, il est affamé, il est vide et ne cherche qu'à s'épaissir des carcasses des aviateurs. Mais la terre n'est guère moins vorace. Voler trop haut, c'est geler. Voler trop bas, c'est s'écraser. Et évitant de peu les dents rocailleuses, l'ivresse stylistique de l'altitude cesse aussitôt. Le narrateur se ressaisit. Il est déterminé, ramassé sur lui-même, autocritique, sans pitié pour son grade. 3 paragraphes suffiront pour la beauté des paysages et la fuite de l'imagination. Dès le paragraphe suivant, la réalité de la guerre reviendra de plein fouet. La date est donnée. Nous sommes l'après-midi du 8 novembre 1942. L'ennemi est là. À cet instant, l'ennemi n'est pas celui que nous croyons. L'ennemi est triple. C'est le Royaume-Uni, les États-Unis et la résistance française. À cet instant, le narrateur soutient pour quelques heures encore Pétain. Cette nouvelle du débarquement allié est arrivée dès l'aube, par la terre. La terre, comme pour entériner cette dialectique. Si, comme nous venons de le voir, le vol et le ciel sont dans une première intention les éléments d'une beauté, d'une liberté grande, la terre et les hommes qui y marchent, qui y colportent les informations, sont les éléments de l'asservissement, de la mâchoire de la réalité, mâchoire de laquelle il est bien difficile de s'extraire. C'est à peine rescapé du palais du ciel que le narrateur sombre dans celui de la terre. Jules Roy écrit « Tout ce qui gêne les hommes et les retient contre une paroi ou devant un espace vide sert ma liberté. Je me rue vers les échappés qui arrêtent brusquement les autres hommes, leur pas rivés au sol. À mes chevilles sont fixées des ailes et je sens, par moments, la légère essence d'un dieu m'animer. Mais je repose, comme le ciel, sur la poitrine de la terre. Et c'est là que je prends toute la conscience de ma condition, car je ne suis qu'un soldat. Paradis du ciel, enfer de la terre, le métier de pilote de guerre serait donc soumis à la fois à la bénédiction et à la malédiction, chacune venant d'un élément. L'aviateur serait l'ange et le soldat l'esclave humain. La terre, bien entendu, ne peut être que la damnation, car elle revendique la défaite. Elle la rappelle, la jette au visage de l'exilé africain.
Le ciel est à l'inverse pour le pilote de guerre son champ de bataille, son champ de pouvoir, l'élément par lequel la guerre doit continuer pour lui, l'élément que les orages d'acier, pour reprendre le titre d'Ernest Junger, grand ennemi militaire et littéraire, doivent envahir pour faire pleuvoir leurs mitrailles morbides sur la terre des ennemis. Mais replié loin de chez lui, dans ce sable du Maghreb, le narrateur est cloué au sol. Le purgatoire un premier temps espéré est devenu un enfer, car les ordres, eux, ne viennent pas. Attente. Attente dans la débâcle. Depuis 2 ans et demi bientôt. S'il n'y a aucun doute à propos de l'évasion et de l'accomplissement piégeux qui niche dans le ciel dangereux, il n'est pas tout à fait certain que son pendant ne soit que le partage de l'homme et du démon. Après tout, la vocation du narrateur vient aussi de la terre, vient même des entrailles de la matière dont est fait son corps, c'est-à-dire ses frères aînés. Le narrateur n'a que 7 ans quand éclate la Première Guerre mondiale. Ses frères, en revanche, sont engagés et participent au combat. Ils survivent. Ils reviennent en héros. Ils sont la gloire familiale. Mon père, écrit Jules Roy, relisait souvent à haute voix les citations de mes frères, rédigées dans ce style militaire qui me paraissait exprimer les actions les plus nobles du monde. Mon père y nourrissait son orgueil, et j'en pâlissais de dépit. Le cadet de la famille désespère, croyant qu'il ne pourra jamais plus faire preuve d'héroïsme. Il ne se résigne pourtant pas, rejoignant vite l'armée. Plus tard, l'expérience du vol débute. Elle est heureuse, presque magique. L'auteur évoque le terme de ses épreuves terrestres, le gain d'une assise, son cœur reposé. Le pouvoir du ciel est tel qu'il transfigure la terre. La perception du sol depuis l'avion sublime les villages, les fleuves, les montagnes, les vignobles, les lacs. Un peu du bonheur céleste tombe sur le monde et le transfigure. Ce sol est tiré des ombres, cette boue échappe à sa malédiction. La lumière qui pleut sur le monde est différente, plus belle, plus puissante. En un mot, la terre est enfin mise en lumière. Chaque lieu, en ce moment, se chargeait de bonheur, écrit l'auteur. Si le narrateur s'autorise ces instants de poésie, il ne change pourtant pas sa nature profonde. Il n'est pas un enfant du ciel. Il est né comme tous, de l'argile ici-bas, une argile guerrière qui le prédestinait au combat, petit frère, maillon d'après dans une chaîne familiale dédiée à l'art de la guerre. Aux fugaces eaux de libertaire succède le pragmatisme sans fin des semelles poussiéreuses. La métamorphose n'est qu'éphémère. De retour sur Terre, l'élément se recharge instantanément de sa vérité. Il faut attendre des combats qui ne viennent pas. Il faut se résigner à être loin de la patrie. Il faut se résigner à ne plus voler, ou presque. Il faut constater la lente érosion des avions et la baisse des stocks d'essence. Au début du récit, l'Afrique du Nord voit arriver le débarquement des Alliés et le narrateur soutient encore Pétain, sans jamais le nommer, préférant l'appeler « le vieillard de mon pays ». Il ne le nomme pas car il doit s'acquitter d'une dette. Jules Roy a écrit un livre intitulé « La France sauvée par Pétain », publié en 1940. C'est vrai, j'avais cru en Pétain. Je l'avais suivi et aimé, j'avais écrit à sa gloire ce malheureux opuscule. Ah, ce n'était pas du Claudel. Ce n'étaient pas ces paroles du maréchal qu'F. Francis, interprète adoré du poète, déclamait au grand casino de Vichy, à un entracte de l'Annonce, en 1941. Monsieur le maréchal, il y a un destin pour les morts qui est de ressusciter. Jules Roy s'est moqué de Gaulle à cette époque-là, considéré dans l'armée comme un rebelle honteux. Il craint qu'on ne lui rappelle à chaque instant. Il craint qu'on ne comprenne pas. Il a soutenu Pétain car il en a fait le serment. Non pour le maréchal directement, mais pour la patrie.
il est soldat avant tout. Il est donc défenseur de la nation plus que fantoche d'un homme. Nous touchons là à une scission fondamentale dans le texte de Jules Roy. Le soldat se bat pour la patrie, non pour son chef militaire. Mais lié par la discipline de son métier, cette discipline qui est le socle essentiel de tout devenir, il se doit d'écouter sa hiérarchie, même si l'ordre fait mal. Car sans discipline, l'armée n'est rien. Cette discipline peut même aller jusqu'au crève-cœur, jusqu'à une forme d'absurde. Des hommes peuvent s'envoler en sachant que leur mission n'est rien de plus qu'un suicide. Ainsi, après avoir rencontré un envoyé spécial du Führer pour Alger, le capitaine Stuart Meyer, qui a dû se résoudre à faire une escale dans la base du narrateur à cause des combats déjà entamés par les Alliés dans la capitale, capitaine Stuart Meyer que le narrateur ne peut s'empêcher de haïr instantanément et d'espérer détruire dès que possible au combat, il concède que si les ordres le demandaient, il devrait aide et protection à ce capitaine ennemi. Le soldat est marqué par la hiérarchie, et je cite « Leur maître pouvait tout leur commander, même de tuer leur mère, s'il était assez cruel pour cela. Pour triompher de tout scrupule, il exigeait d'eux, sous peine de mort, le serment de l'obéissance absolue, et dans la crainte que ce ne fût encore une menace trop faible, il en faisait peser une autre plus forte que toutes les autres, et à laquelle il attachait le prix d'un impossible sursaut de révolte, le déshonneur. Valeur capitale du militaire, placé loin au-dessus de sa raison ou de sa famille, l'honneur est seule boussole de ses décisions. Pourtant, l'obéissance ne peut être intégralement aveugle. Un unique élément pourrait faire vaciller la fidélité du narrateur. Si le devenir de la nation n'était plus incarné que par un seul homme, si le soldat se laissait berner, voire acheter par l'armée, si les voix de la raison ne pouvaient plus se faire entendre parmi le commandement. Il évoque ainsi un mirage possible de l'histoire avec Pétain et Verdun. Le nom d'une victoire qui appartenait au passé pouvait masquer l'ignominie du présent. Et l'auteur poursuit « Mais la communauté, où les morts sont aussi nombreux que les vivants, où les vivants n'ont de valeur que celle que leur ont donnée les morts, vivait autant dans le passé que dans le présent, et malgré toutes les leçons de l'histoire, elle n'avait pas appris à se défier de ses guides. Elle jouait toujours le rôle de victime et de dupe, et tôt ou tard, quelque schisme l'écartelait. Divisée entre collaboration et résistance, l'armée, blessée, perd son sang. Dans ce sang, le soldat voit le sien, celui de ses frères étrangement ennemis. Dans ce sang, le soldat lit son propre doute, et le moindre scrupule à agir, pour un militaire, est déjà une défiance à l'encontre de lui-même, mais aussi à l'encontre de son supérieur. Ainsi fendillé, la raison du soldat ne peut continuer d'accepter sa situation, et un nouveau drame se joue. En désertant l'armée de Pétain pour rejoindre celle de De Gaulle, ce soldat qui ne songe qu'à l'honneur de sa patrie deviendra un traître. Mais l'honneur, comme nous l'avons déjà dit, est seul guide. Et l'honneur commandait ce 8 novembre 1942 de réveiller la haine de l'ennemi et de retrouver le bouillonnement d'un sang que le narrateur n'aurait aucun mal à verser, que ce fût celui de l'ennemi ou le sien. Aurait-il raison de changer de camp ? Serait-il perçu à l'avenir comme un héros ou comme un traître ? Seul le terme de cette guerre le dirait. Et finalement, si tout change dans ce jugement historique postérieur, du rebut au héros, pour le soldat, rien ne change. Il ne fait que vouloir défendre au mieux sa patrie. Le fossé que ces réflexions creusent est immense. Par une croyance, par une simple évaluation des enjeux, qui peut mieux sauver la France entre Pétain et De Gaulle, c'est tout un destin d'homme qui change alors que le soldat ne fera rien de différent, continuant simplement de vouloir piloter des avions. Lit de l'humanité ou héroïsme sans borne, Jules Roy l'écrit, tout est relatif à une simple décision. Voilà poindre, peut-être contre toute attente, la métaphysique de l'homme militaire. Voilà poindre l'ascension biliaire et morale du verbe militaire.
Voilà poindre, sacrifice du corps par le devoir, sacrifice de l'honneur par la haute idée nationale, sacrifice enfin de la raison par la nécessité du combat, voilà poindre la révolte de l'être dans sa servitude martiale. Ce soudain revirement de conscience qui se cristallise autour de l'apparition simultanée du capitaine allemand Sturtmeyer, des Alliés en Afrique du Nord, et de la lassitude de l'inaction, est un révélateur pour le narrateur qui explique « Je comprenais que, moins que l'amour de la patrie, c'est la haine de l'ennemi qui fonde l'unité de l'armée. » C'est une observation brève, mais décisive. La volonté de destruction remplace désormais celle de la protection. Cette dernière avait conduit à l'immobilisme dans le sillon de Pétain. La volonté de destruction, que l'armée des résistants réclame, est intrinsèque aux tripes du narrateur, au moins depuis le début de la guerre. Il ne demande qu'à se battre. C'est ainsi que la politique n'entre finalement que peu en jeu. Monarchie, république, peu importe pour le soldat qui n'est rien de plus que le serviteur du politique, écrit Jules Roy. Il est dès lors plus aisé pour le soldat de se rallier à une nouvelle identité, c'est-à-dire aux Alliés, même s'il ne les connaît que de loin. Eux ne demandent que des soldats fidèles, des dévots de l'action plus que de la mystique. Mais l'ordre de la hiérarchie ne vient toujours pas. Se rallier aux Alliés ? Défendre encore l'Axe ? À la place, un télégramme insupportable tombe. Neutralité absolue. C'est pour le guerrier la pire des infamies. Passer d'un camp à un autre, soit, si c'est pour le bien de la patrie. Mais demeurer inactif, attendre, se taire, se terrer, s'enterrer, jamais. L'homme des armes n'existe pas sans ennemi. Ce n'est pas d'une simple altérité dont il a besoin. Il a précisément besoin d'une altérité à détruire. C'est dans l'anéantissement d'autrui qu'il consolide sa propre glaise, qu'il la façonne, la sanctifie. Inaction, écrit Jules Roy, cela ne s'appelait même plus neutralité, mais abjection, couardise et déchéance. Nous n'avions plus d'ennemis, mais de tous les adversaires en présence, nous étions celui qui, dans tous les cas, moissonnait le mépris. C'est dans ces conditions que le narrateur prend soudain conscience qu'il ne peut plus se résigner à n'être qu'un soldat aveuglé par la discipline, ce qu'il nomme mercenaire. Il l'avait été. Mais au contact du soldat de la nation, qu'il oppose au soldat de métier, c'est-à-dire au citoyen lambda appelé à défendre son pays contre le soldat de carrière, il a lentement appris que les novices de guerre pouvaient avoir des réticences à agir quand l'ordre n'était pas clair ou pas juste, ce que la discipline empêche aux professionnels des armes. Bientôt, par contamination éveillée, le narrateur se rebelle, ce qu'il résume ainsi. L'armée nationale submergeait peu à peu l'armée de métier et refusait un combat qui ne servait pas d'abord sa patrie, mais l'armée de métier formait les cadres et refusait de comprendre les scrupules de l'armée nationale. L'armée qui combattait pour délivrer sa patrie gênait l'armée qui combattait parce qu'on lui disait de combattre. Et cependant, même soldat de métier, je n'étais plus un soldat qui obéissait aveuglément. J'étais un soldat qui ne voulait obéir qu'à un ordre salutaire à sa patrie. Mais il y avait encore en moi, par moments, le soldat qui obéissait toujours à son général. Maintenant, je ne pouvais plus accepter que le général travaillât seulement à sa gloire personnelle. Je voulais sonder ses reins et son cœur. Cette révolution peut sembler contradictoire. Se jeter corps et âme dans la violence, dans la guerre, dans le foudroiement de l'ennemi d'un côté, la résistance à l'ordre absurde, à la soumission à un seul chef, qui travaille à son image de l'autre. Il est sans doute plus facile d'imaginer un homme avide de combat comme un barbare aveugle que comme un militaire lucide. Pourtant, le narrateur va s'emparer de cette double liberté sans pâlir, retrouvant ses instincts guerriers contre l'ennemi, réévaluant son engagement disciplinaire pour mieux servir la nation.
N'oublions pas qu'à l'issue de ce cheminement intérieur fiévreux propre à une mystique militaire renouvelée, qu'il ira combattre au Royaume-Uni au sein de la Royal Air Force. C'est ainsi qu'il démontre que la haine de l'autre n'est pas un asservissement, mais bien une liberté gagnée contre lui-même, ainsi qu'une liberté gagnée pour son pays. Aussi contre-intuitif que cela puisse sembler, voici venir la libération par la haine. Cette libération, Jules Roy la racontera dans un récit publié 2 ans avant le métier des armes. Ce récit, intitulé La Vallée Heureuse, du nom que donnaient les Anglais à ce coin de Ruhr à bombarder, qu'il publia en 1946 sans demander l'autorisation à l'armée, étape pourtant obligatoire pour quiconque voulait écrire à propos de la Grande Muette, parce qu'il savait bien qu'on lui refuserait, publié par épisode d'abord dans le journal Le Monde, lui valut à la fois le prix Renaudot, 2 semaines de mise à pied, et la consolidation ou le renouvellement d'amitié littéraire parisienne. Arrivé quelques semaines avant l'armistice du 8 mai 1945 dans la capitale, après être arrivé au terme du nombre de sorties aériennes obligatoires pour quiconque s'engageait dans la Royal Air Force, il rencontra là-bas Roger Martin Dugard, qui lui donna l'impulsion nécessaire pour écrire La Vallée Heureuse, Pierre-Jean Jouve, qui la préfaça, rencontra Jean-Paul Sartre, Jean Paulhan, Paul Léotot, et surtout Albert Camus, dont il devint aussitôt l'ami et le disciple. Les mots qu'emploie à propos de Camus Jules Roy dans ses mémoires sont à la fois touchants et impressionnants. Plusieurs fois, il le décrit comme le Messie que nous attendions tous. Toujours, il l'évoque avec le respect infini de sa littérature et de son parcours presque impossible, rappelant souvent les origines plus que modestes de l'enfant sans père, l'enfant à la mère analphabète, décrivant un être en constante lutte contre les séductions de la gloire, les dîners, les réceptions, auxquelles d'ailleurs participe Jules Roy mais pas Camus, décrivant un être qu'un violent sens de l'honneur personnel contraint et parfois ronge. C'est la part toute militaire de Camus, soumise à des codes individuels dont les échos sont pourtant universels. Jean Amrouche, le poète, le kabyle chrétien, né d'une mère mythique au chant profondément populaire, né dans un nid d'aigle dans les cimes neigeuses de Djurdjura, lui qui ressuscitera le sacré, et Antoine Saint-Exupéry, seront 2 autres maîtres pour Jules Roy. Le premier, l'ami variable de toute une vie, celui qui lui apprit à se rebeller, celui qui lui apprit la liberté derrière la révolte, qui lui apprit à écrire, à se purger de l'inutile. Le second, la figure tutélaire, croisée moins d'une dizaine de fois, souvent par hasard, qu'il compare à Herman Melville ou Joseph Conrad, ces infinis sondeurs de l'obscurité que Saint-Exupéry ne chercha pas dans les mers, mais dans le ciel, pour au bout du bout faire rejaillir la foi dans l'existence. Le métier des armes n'a pas l'humanisme passionné de pilote de guerre de Saint-Exupéry. Jules Roy écrit en militaire écrasé par le devoir et la possibilité du choix qui est presque dans son état une trahison. Jules Roy compte les missions qu'il lui reste avant de retrouver sa liberté. Saint-Exupéry, lui, écrit en militaire transfiguré par le ciel, ment sur sa santé pour être à nouveau reçu comme pilote, malgré son âge et son droit au retrait, afin de continuer le combat. Un état de la matière sépare la littérature des 2 hommes. Les conclusions transcendantes de l'auteur de Vol de nuit sont gazeuses, aériennes, tout comme ses métaphores, bien qu'elles empruntent souvent à la terre, à la graine, au végétal. Dans leur croissance, elles élèvent l'homme. Celles de l'auteur de Retour de l'enfer sont solides, pragmatiques, collantes. Si Saint-Exupéry est monté au nu, à la fois corps et sang du ciel, d'une dépouille jamais retrouvée, léger comme un souvenir et comme un horizon, Jules Roy est lui descendu en terre, morale de pierre et loyauté lourde, austère et digne dans son tombeau.
Pourtant, la différence de méthode n'exclut en rien une connivence. C'est pour le sol qu'écrivent ces deux auteurs. C'est pour les nations. C'est pour les hommes qui y grouillent comme des fourmis, pour reprendre une image aussi utilisée par Malraux dans l'Espoir. Pour se consoler de l'angoisse et de la mort qui pilotent avec eux, Saint-Exupéry songe dans une verticalité qui lui est propre à son enfance, aux images de la jeunesse. Jules Roy, quant à lui, évoque ses compagnons d'armes, ses rares amis de la fonction, dans une horizontalité une fois encore purement martiale. Ainsi, si la prose éthérée du premier et celle rigoriste du second donnent à leur écriture des nuances disparates, malgré une carrière identique, c'est au service de l'homme qu'elle s'exerce malgré tout, qu'il soit perçu à son apogée ou dans ses failles. Notons par ailleurs que ces deux hommes aux textes si différents furent après leurs écrits détestés par une grande partie de leurs frères d'armes, perçus comme des traîtres. Saint-Exupéry ne rencontra jamais le général de Gaulle, le premier considérant, à l'instar de Jules Roy, le second comme un général dissident, et le second faisant interdire la parution de Pilotes de guerre du premier en Algérie, ouvrage déjà interdit par les nazis. Mais que sont deux traîtres considérant l'autre comme un traître? Viennent fatalement les temps de paix. Pourtant, la malédiction du combat jamais n'est brisée. S'il faut évoquer enfin la persistance du sacerdoce, alors il n'y a qu'à lire ces quelques lignes du métier des armes, dans lequel le narrateur évoque son enfant. Ainsi, mon fils, quand on lui demande en classe « Que désirez-vous être plus tard ?» répond « Pilote ». Et de conclure « Il est bon que nos amertumes ne dépassent pas notre bouche et que nos fils soient tentés d'accomplir notre œuvre avec l'arme qui tombe de nos mains lasses. En vain tenterait-on de détourner leurs pas vers d'autres voies plus austères encore ou plus aimables. Au premier espace libre, ils nous échappent pour se jeter là où ils ont entendu l'appel des armes.